Argent, sexe et pouvoir semblent dominer notre monde quand il se détourne de Dieu. Comment sauver chrétiennement notre rapport collectif à ces trois grands besoins et grandes tentations de l'humanité? Benjamin Boivin s'est posé la question dernièrement en participant à un colloque du groupe américain New Polity. Bonjour Benjamin. Salut Simon. Alors, c'est qui ça, ce groupe New Polity, et c'est quoi leur but dans la vie? New Polity, à la base, là, c'est une revue là, qui a été fondée, je crois, en 2020. Les gens qui travaillent dans cette revue-là vivent à Steubenville, qui est une ville américaine qui a fait un peu sensation dans les dernières années. Il y a beaucoup de catholiques connus et moins connus qui se sont installés là-bas. C'est vraiment une ville de ce qu'on appelle le Rust Belt, là, dans le Midwest, qui a connu des années très difficiles et qui connaît une renaissance, disons, urbaine, sociale, collective à travers des éléments de la foi. Et New Polity, c'est vraiment un think tank, si on veut, là, un organisme qui vise à promouvoir une pensée critique du libéralisme, une pensée post-libérale, et en particulier qui s'intéresse à des questions relatives à la politique, au genre et puis aux finances personnelles notamment. Ah, donc c'est très actuel. Le titre de la conférence à laquelle tu as participé, qui durait environ 3 jours, c'était « Sauver la politique, argent, sexe et pouvoir ». Pourquoi ou de quoi la politique aurait-elle besoin d'être sauvée? D'abord, on pourrait dire que la politique a besoin d'être sauvée d'une erreur, et cette erreur-là, c'est que la politique ne peut pas être sauvée. Donc, je m'explique. Oula! On pense souvent à l'expérience du salut comme une chose qu'on vit individuellement. Donc, une chose que chaque personne vit individuellement. Là, si je fais les bonnes choses, je m'abstiens de faire les mauvaises, je fréquente les sacrements, j'ai une bonne relation avec Dieu, genre, je vais être sauvé du péché. Et puis, ça, c'est très bon. C'est pas vrai, ça? Et c'est tout à fait vrai. OK. Mais la personne humaine, c'est un être naturellement social, un être naturellement politique, là, pour emprunter les mots d'Aristote, que d'ailleurs saint Thomas d'Aquin a repris. Et donc, l'expérience politique, elle est pas, c'est pas quelque chose qui est extrinsèque à l'homme, c'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme, c'est quelque chose qui est intérieur à l'homme. C'est une caractéristique fondamentalement humaine que de vivre dans un monde social, que de dépendre de relations sociales. Et évidemment, la manière la plus naturelle ou la plus spontanée dont on peut comprendre ce fait-là, c'est à travers la famille. Mais c'est également vrai de la communauté plus large, qui réunit plusieurs familles, de la ville, et puis en fait d'échelons de responsabilité et d'intégration beaucoup plus élevés. Et donc, cette idée-là que finalement, la vie politique, la vie collective, les questions relatives à l'autorité, au pouvoir, seraient complètement séparées ou distinctes de la vie spirituelle. C'est je crois, l'a priori que la plupart des gens ont aujourd'hui à l'égard de la politique lorsqu'ils pensent On va dire à la foi, c'est quelque chose dans le privé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et même beaucoup de catholiques croient que finalement, la politique, il n'y a rien à faire avec ça. Il ne faut pas perdre notre temps à se questionner là-dessus, à penser à ça, à porter attention. La politique, c'est un domaine finalement qui est étranger à la foi et qui lui est même souvent très hostile. Et c'est pas parce que c'est l'expérience subjective qu'on a que c'est fondamentalement vrai. Et donc, l'idée des gens de New Polity, là, et puis de ce colloque-là, c'est de faire la démonstration que la politique, la vie collective, elle a besoin d'être vécue de manière chrétienne de façon fondamentale et, j'oserais dire, de façon assez radicale. Donc, elle fait partie du mystère du salut, on pourrait dire. Oui, et les hommes sont sauvés individuellement, mais ils sont également sauvés collectivement. L'ensemble de la création, en incluant toutes ses parties, aussi toutes ses particularités, est appelé au salut. Et puis, la vie politique est un élément central de tout ça. Alors, New Polity veut sauver la politique en nous sauvant ou en sauvant, je ne sais pas trop, argent, sexe et pouvoir. Pourquoi cette triade-là? Là? Est-ce que ce serait comme les trois grandes puissances qui dominent notre monde aujourd'hui? Oui, c'est intéressant. Bon, évidemment, ça, c'est le thème de cette année. C'est la 3e année de la conférence. Et ils ont choisi ce thème-là. Et puis, on nous a expliqué de façon assez intéressante, je trouve, que ces thèmes-là, c'est des thèmes qui sont véritablement fondamentaux dans l'expérience collective. Et on peut le voir de manière négative. Là. Souvent, l'argent, le sexe, le pouvoir, c'est des choses qu'on associe au vice lorsqu'on pense en termes moraux du point de vue chrétien. Mais en fait, là, c'est vraiment des données fondamentales de l'expérience humaine, jusque dans l'excellence et dans la vertu. Et une chose qu'on nous a dite, c'est que, par exemple, dans la communauté monastique, dans la vie religieuse, on fait souvent des vœux. Ces vœux-là sont des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Donc, la chasteté, ça se rapporte à la vie conjugale, disons. La pauvreté, ça se rapporte évidemment à l'argent. Et l'obéissance, évidemment, l'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à l'autorité d'un autre. Et donc, tout ça est très proche de la question politique. Et donc, ce que les gens de New Polity cherchent à démontrer, c'est que toutes ces expériences-là qu'on vit en tant qu'être humain ont besoin du salut, peuvent être sauvées, doivent être sauvées. Et donc, il faut penser à notre vie de manière intégrée
avec le royaume à l'esprit, finalement. Donc là, il faut tous devenir religieux, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est très bien. Les gens de New Polity, c'est des laïcs. Ils s'adressent essentiellement à des laïcs. Lorsque j'étais à la conférence, là-bas, il y avait quelques prêtres, quelques religieux, mais C'était combien de personnes là-bas? Il y avait probablement 150 à 200 convives, là, des gens comme moi qui se sont inscrits pour participer à ça, qui venaient d'ailleurs partout aux États-Unis et même ailleurs dans le monde. Là. Surtout des catholiques? Il y avait des catholiques, il y avait aussi des mennonites. Là. Les mennonites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme des Amish, mais c'est pas tout à fait des Amish. Là. C'est dans le grand groupe des Anabaptistes. Lorsqu'on les voit, on s'imagine, on pense à un Amish. Et les mennonites étaient là. Ils sont d'ailleurs très proches des gens de New Polity. On s'est beaucoup amusé avec eux. Il y avait aussi quelques anglicans, des protestants. Mais bon, évidemment, la plupart des gens étaient catholiques et c'est vraiment une œuvre fondamentalement catholique. Alors, j'aimerais ça qu'on les passe en rafale. Là. Argent, sexe et pouvoir. Commençons par l'argent. Donc, entre l'adoration ou la démonisation de l'argent, comment est-ce qu'on peut réformer chrétiennement notre rapport collectif à l'argent? Est-ce qu'il faut rejeter le capitalisme et revenir au communisme? Bon, mais ça, c'est une question très intéressante. C'est quoi le juste rapport à l'argent? Évidemment, on sait qu'on peut pas... à un certain point, on doit choisir entre Dieu et l'argent. On peut pas faire de l'argent son maître et espérer le salut. Et ce que les gens de New Polity sur cette question-là font de très intéressant, selon moi, c'est qu'ils se penchent sur des réalités sociales et économiques concrètes. Par exemple, la manière dont on choisit d'épargner notre argent lorsqu'on en a beaucoup, la manière dont on choisit d'investir lorsqu'on a de l'argent à investir, la manière dont on choisit d'utiliser notre argent en vue de notre bien particulier ou plutôt en vue du bien commun. Et ils se penchent sur ces questions-là et ils appliquent l'enseignement social de l'Église d'une manière qui est extrêmement radicale. Donc, ils vont aller jusqu'à dire, par exemple, qu'investir à la bourse est presque essentiellement pécamineux, qui est presque inévitable que d'investir... Ils ont des comptes en banque? Ces gens-là, ben, oui, évidemment, ils vont dire que l'utilisation, dans les circonstances où c'est impossible, de moyens financiers qui sont produits par les banques, lorsque c'est possible. Par exemple, la banque, elle investit l'argent qu'on lui prête. Lorsqu'on a un compte en banque, c'est pas que notre argent est dans une petite boîte et puis il reste là en attendant qu'on aille la chercher. Cet argent-là est investi, la banque fait de l'argent là-dessus. Et évidemment, par exemple, lorsqu'on contracte une hypothèque, on s'engage dans une relation où on a un prêt à intérêt. On doit payer de l'intérêt. Et la tradition de l'Église a longtemps été de dire que de prêter à intérêt était un péché. Mais lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas d'autre moyen pour acheter une maison que de contracter une hypothèque, il n'est pas intrinsèquement mauvais de contracter cette hypothèque-là tant qu'avec l'argent qui nous est prêté, on fait du bien. Et évidemment, s'acheter une maison pour le bien de ses enfants, de sa femme, de sa famille, c'est une bonne chose. Mais la critique de New Polity va aller jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement vicié à ce qu'il soit impossible de vivre économiquement en dehors de ce système-là. Donc, pour répondre à ta question directement en ce qui concerne le capitalisme, les gens de New Polity ne disent pas qu'il faut fonder une société socialiste ou communiste. Ils ont d'ailleurs une critique très sérieuse du socialisme par ailleurs. Mais comme c'est des gens qui s'adressent beaucoup à un milieu chrétien américain qui est souvent très conservateur, ils ont quand même une critique du capitalisme qui est forte. Là. Ils ne vont pas accepter de défendre l'idée que le capitalisme est une condition naturelle à l'homme. Au contraire, le capitalisme, c'est la structure économique propre au libéralisme, propre à la modernité. Là. L'idée finalement que l'accumulation de capital sur le plan individuel et collectif, c'est la chose rationnelle à faire dans le secteur économique de l'expérience humaine. Ils rejettent ça entièrement et ils font la promotion d'une vision complètement différente de la vie humaine sur le plan économique. Père Martin, je t'ai vu réagir. Oui, on a une belle figure dans notre histoire de ce que l'argent peut devenir une vertu, c'est Alphonse Desjardins. Oui, tout à fait. Qui est arrivé, qui a été confronté à la paupérisation du peuple québécois, qui était conservateur d'une certaine manière, qui ne pensait pas que c'est l'État qui va sauver le peuple, mais il s'est dit... Il faut créer une culture de la mise en commun, de l'épargne, pour donner des moyens au petit peuple d'une ascension sociale et économique. Et c'est le coopératisme, en fait, qui est comme une vertu, qui est un milieu entre le socialisme et le capitalisme, de dire, on met en commun, c'est une richesse qui se multiplie quand on la partage dans un réseau de confiance qui était la paroisse. C'est extraordinaire comme vision. C'est à échelle plus humaine et locale, souvent aussi. Exactement. Puis quand on regarde Desjardins, c'est quand même la plus grosse banque, entre guillemets, du Québec actuellement. Oui, et d'ailleurs, les gens de New Polity, c'est exactement ce genre de choses-là qu'ils veulent voir arriver. Lorsqu'on applique leur enseignement ou leur vision du monde à des questions plus particulières, là, comme par exemple la propriété dans un contexte de marché de l'emploi, les gens de New Polity font la promotion de la propriété collective, par exemple, dans une usine, où ils font la promotion de coopératives, mais à très petite échelle, pour régler des problèmes. Là. Ils font la promotion
d'adapter, par exemple, la logique assurantielle. Là, on prend souvent des assurances pour se protéger contre des problèmes qui pourraient nous arriver, mais plutôt que d'entrer dans une logique capitaliste où on entre en relation avec une compagnie d'assurance qui investit notre argent de manière souvent assez difficile à réconcilier avec l'éthique chrétienne. Il propose de réaliser cet effet, mais à un niveau plus communautaire, entre des gens qui se connaissent ou qui, du moins, sont susceptibles de se connaître. J'aimerais qu'on passe au sexe. Sauver le sexe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Faire plus d'enfants ou affirmer qu'il y a juste deux genres traditionnels en opposition à l'idéologie actuelle des genres pluriels et fluides, par exemple? Bon, ça, c'est tout un autre aspect du travail qui a été fait par New Polity dans les dernières années, là. Évidemment, il y a une idéologie ou une manière de penser qu'on appelle la théorie de genre, l'idéologie de genre, que les gens de New Polity cherchent à combattre dans une certaine mesure. Ce qu'ils font d'intéressant et d'original, je crois, c'est de le faire d'une manière qui soit beaucoup plus profonde, étudiée et bienveillante à l'égard des tenants de cette théorie-là que ce qu'on entend le plus souvent dans la plupart des milieux conservateurs américains. Et on va par exemple discuter de la différence sexuelle entre les hommes et les femmes en rejetant cette idée qu'il n'y a absolument rien d'autre à comprendre de tout ça, qu'un homme, c'est un être humain avec certaines caractéristiques biologiques et une femme, c'est un être humain avec certaines autres caractéristiques biologiques. Et puis, on épuise le mystère de la différence sexuelle en affirmant ça simplement et directement. Les gens de New Polity vont dire que c'est vrai. Ce n'est pas faux de dire que l'homme est tel, la femme est telle, les deux ne peuvent pas être confondus. Mais les gens de New Polity vont chercher à faire la promotion d'une compréhension plus profondément anthropologique de ce que ça signifie d'être une femme ou d'être un homme. Si bien qu'on va arriver à la conclusion que les caractéristiques extérieures de la masculinité ou de la féminité expriment quelque chose de ce qu'est l'essence d'un homme. Là, j'entends essence dans un sens plutôt général, là, pas dans un sens philosophique. Là, je m'excuse aux spécialistes qui pourraient nous écouter. Et c'est cette analyse-là là, de la théorie de genre qui a été développée dans les dernières décennies qui leur permet de faire preuve d'une certaine bienveillance, de montrer en quoi certaines choses qui ressortent de cette démarche intellectuelle-là peuvent être bonnes, peuvent nous servir aussi à avoir des relations plus... disons, plus profonde, plus ouverte au mystère de la masculinité et de la féminité, et aussi un discours qui est probablement plus de nature à convaincre des gens qui ne sont pas déjà acquis à l'avance à un régime de la théorie de genre. Il nous reste peu de temps. J'aimerais ça qu'on passe à la rédemption du pouvoir. Qu'est-ce que proposent les gens de New Polity? Un nouveau système politique? Abandonner la démocratie, revenir à la monarchie, par exemple? Ben, c'est ça. La question de savoir quel régime politique est le meilleur, là, c'est une question qui est réglée dans l'enseignement de l'Église depuis longtemps, là. Il n'est pas nécessairement évident que la monarchie, la démocratie, la république soient de soi meilleurs. Les différents régimes qui sont orientés en vue du bien commun peuvent tous fonctionner et servir le bien des hommes et donc être compatibles avec l'enseignement de l'Église. Ce contre quoi les gens de New Polity en ont beaucoup, c'est la compréhension moderne que nous avons de l'État. Donc, cette idée-là que finalement, l'État central. Donc, par exemple, si on pense aux États-Unis, parce que c'est ça qui est leur expérience, qu'il n'y a rien au-dessus de l'État et il n'y a comme rien en dessous. C'est cette expérience qu'on a de la politique. Et si on entre un peu dans le rapport qu'on a à l'État du Québec, je pense qu'on peut le voir aussi, où finalement, on est tous des individus qui entrent dans une relation contractuelle avec l'État pour s'assurer une certaine protection et qui répondent à l'État de manière isolée. Donc, les gens de New Polity font la promotion du principe de subsidiarité, là, qui est fondamentalement ancré dans l'enseignement de l'Église, qui est probablement le principe le plus déterminant de la doctrine sociale de l'Église, suivant lequel il est naturel pour nous d'être dans des relations sociales à divers niveaux de responsabilité et que dans ces divers niveaux de responsabilité, nos responsabilités, on doit les prendre très au sérieux. Donc, le père dans une famille, par exemple, ou le maire dans une ville, ou le gouverneur dans un État, il a la pleine responsabilité de la communauté et il n'est pas disons finalement, il ne représente pas il n'est pas un dispensaire de l'autorité de l'État central. L'État n'est pas souverain, l'État n'est pas absolu, et ces divers niveaux de responsabilité-là ont une importance qui est de plus en plus grande à la mesure qu'ils se rapprochent de la personne plutôt que l'inverse. Parce que la subsidiarité, c'est de reprendre les choses à l'envers. On a l'impression qu'on nous délègue d'en haut des responsabilités du pouvoir, mais c'est exactement l'inverse. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est le niveau du bas. Par exemple, l'école, c'est les parents qui délèguent à l'école leurs responsabilités éducatives.
et pas l'inverse. Ouais, ou la ville qui demande au pays de prendre en charge des choses qu'elle n'est pas capable d'assumer, comme la Exactement. défense, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais pour comprendre, disons, l'intérêt ou la particularité de ce que les gens de New Polity font, là, c'est qu'eux s'adressent à des gens qui, dans un contexte américain où il y a un christianisme relativement fort malgré tout, puis un milieu conservateur qui est souvent le réceptacle de la population chrétienne, on s'imagine que faire de la politique chrétienne, c'est de prendre le moule de l'État, le moule de la modernité politique, puis qu'au lieu de mettre des politiques progressistes, des politiques de gauche ou la théorie de genre ou je ne sais quoi dans le moule, ce qu'il faut mettre, c'est des idées chrétiennes. Et puis, à partir du moule de la vie politique moderne, là, opposée au principe de subsidiarité, on peut arriver à une politique chrétienne avec des idées chrétiennes. Or, la manière de vivre la politique chrétiennement, c'est de rompre avec cette idée-là de la politique, où toute autorité nous vient d'en haut et on est comme chacun des dispensaires de l'autorité que l'État veut bien nous donner, et de repenser notre expérience collective à partir des enseignements de l'Église. Oui, puis c'est l'importance des corps intermédiaires. Ouais, Ça, c'est un thème fondamental parce que à cause de l'omniprésence, l'omnipotence de l'État, justement, on est dans un rapport d'individu à l'État qui écrase finalement. Mais toute cette richesse de vie, par exemple, les commissions scolaires au Québec qui sont disparues, c'est un bel exemple de corps intermédiaire où les parents étaient investis dans la gouvernance d'une école, etc. Donc, tout ne vient pas du ministère de l'Éducation. Mais maintenant, tout ça est en train d'être absorbé à l'intérieur de l'État. Et puis, finalement, on accepte ça en se disant que ça simplifie les choses, que l'engagement que nous demande la commission scolaire, par exemple, il est excessif et que ce serait beaucoup plus simple que ce soit centralisé dans l'État. L'idée est de rompre avec ce réflexe-là, puis de prendre les responsabilités qui nous reviennent de droit, mais également de devoir. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Benjamin Boivin, responsable des publications du magazine Le Verbe. Merci beaucoup et bon été dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. On espère.